Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pythagore et Thalès. Alors j'ai fait le choix de vous parler de Pythagore et Thalès tout simplement parce qu'ils sont très utiles quand il s'agit de faire des sciences de l'ingénieur et aussi de la physique et dans tout un tas d'autres domaines, même dans votre vie de tous les jours. Alors il y a deux choses quand même à dire sur Pythagore et Thalès, c'est que ce sont tous les deux des théorèmes en mathématiques. En mathématiques, quand il s'agit de parler de théorèmes, on verra ça un peu plus dans le détail, mais tout théorème a des hypothèses, et vous allez retrouver la même chose en physique. Alors en physique, on n'a pas de théorème, on a des principes, et tous les principes ont des hypothèses de départ. Vous allez me dire, si en maths, les théorèmes ont des principes et qui disent quelque chose sur les mathématiques, et qu'en physique, les principes ont des hypothèses et qui disent quelque chose sur la physique, pourquoi on fait la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement parce que en physique, on ne peut jamais rien prouver. Alors, je vais m'exprimer un petit peu plus là-dessus, mais on va pas trop rentrer dans le détail non plus. C'est-à-dire qu'en physique, des fois, on trouve des résultats qu'on met sous forme d'équations mathématiques, parce que la physique se parle en langage mathématique, et puis voilà. En fait, on pourrait se dire c'est la même chose qu'un théorème en maths. Simplement, pourquoi on ne peut pas prouver un principe? Tout simplement parce qu'il faudrait prouver que dans toutes les expériences possibles qu'on peut imaginer, le principe marche. Mais le problème c'est quoi? C'est que vous n'arriverez jamais à imaginer toutes les expériences possibles, et en plus vous n'arriverez jamais à les réaliser à une précision qui est infinie. C'est pour ça qu'on fait le distinguo entre un principe et un théorème. En physique, on ne pourra jamais prouver que quelque chose est vrai dans 100% des cas. La seule chose qu'on peut faire, c'est prouver que ça marche dans tout ce qu'on a testé depuis qu'on fait des tests sur le principe. Sur ce, on va tout de suite passer à Pythagore. Alors là, on va voir Pythagore. Donc Pythagore, c'est un théorème en mathématiques. Très bien, il a certaines hypothèses de départ qu'on va voir ensemble, et puis on va voir un petit exemple. Mais peut-être avant de faire tout ça, on va peut-être essayer de voir un peu à quoi ça sert Pythagore. Alors, moi c'est une question que j'ai toujours un peu du mal à y répondre parce que Pythagore en fait je m'en sers tout le temps, tous les jours. Et du coup choisir un exemple parmi tout ce que je fais avec Pythagore, eh ben c'est un peu compliqué. Alors vous allez me dire, oui mais moi je fais simplement des sciences et du coup beaucoup de maths, donc forcément Pythagore c'est utile. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Mais Pythagore c'est aussi utile dans plein d'autres cas. Quand on fait de la maçonnerie par exemple, ça va être utile. Quand on fait de la plomberie des fois, ça va être utile. Pour les charpentiers, c'est très utile. Donc vous avez tout un tas de métiers dans lesquels Pythagore c'est super important. Et en fait, ça devient juste essentiel à un moment de le maîtriser sur le bout des doigts. Il faut arriver à ne plus se tromper sur Pythagore. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. La bonne nouvelle, c'est que quand même, c'est pas très compliqué. Alors, on va voir déjà les hypothèses de départ. Les hypothèses de départ de Pythagore, alors je les ai déjà notées. La première qu'il faut bien comprendre, c'est que Pythagore, ça s'utilise quand il s'agit de géométrie dans le plan. C'est-à-dire que pour appliquer Pythagore, il faut que vous soyez dans un plan, qui est donc parfaitement droit, et à ce moment-là, vous avez le droit d'utiliser Pythagore. Alors ça s'appelle la géométrie euclidienne, ça porte un nom. Il existe des formes de géométrie, qu'on appelle géométrie non euclidienne. À ce moment-là, Pythagore, ça marche plus du tout. Mais alors, du tout. La deuxième chose qui est ultra importante, c'est que pour utiliser Pythagore, il faut se trouver dans un triangle rectangle. Sinon, Pythagore, ça ne marche pas. On peut utiliser en fait une extension de Pythagore qui s'appelle le théorème de Al-Kashi, qui est nettement plus compliqué et que personnellement, j'ai vu quand j'étais en terminale en mathématiques, je crois que je ne l'ai jamais réutilisé. En revanche, Pythagore, encore une fois, je le fais tous les jours. Maintenant, Pythagore, ça ressemble à quoi? Normalement, vous connaissez déjà, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Donc je trace un triangle rectangle. Voilà, je nomme ces trois côtés, H, A et B. Eh bien, la longueur de H au carré est égale à la longueur de A au carré plus la longueur de B au carré. Autrement dit,
le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés restants. Bon, très bien. Dans tout ça, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qui est l'hypoténuse. Et bien, dans un triangle rectangle, c'est facile, l'hypoténuse, c'est toujours le plus grand des côtés. Ça, c'est cool. Maintenant, on va voir un petit exemple d'application. Alors, c'est un petit exemple que moi j'aime bien. Pourquoi ? Parce que ça m'arrivait une fois de temps en temps, quand j'étais en cours, d'oublier mon équerre. Ce qui est parfois un peu problématique, notamment quand il y a une interro de géométrie. Bon, bah c'est pas grave, parce que je connaissais bien Pythagore, et en fait, une équerre, ça se fabrique super facilement avec une feuille. Alors, comment on fait ? On va utiliser le triangle 3, 4, 5. Il a un nom, en plus. Donc, c'est le triangle 3, 4 et 5. L'idée, c'est d'avoir un triangle, alors pour l'instant, je vous dis pas qu'il est rectangle, dont les longueurs font 3 cm, 4 cm et 5 cm. Alors, ça peut aussi être 30 cm, 40 cm, 50 cm. Ça marche aussi. C'est pas dépendant de l'unité. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas mis d'unité. Ça marchera pareil si vous avez, pour une raison X ou Y, des ampères. Si vous arrivez à faire une représentation géométrique de ce que vous êtes en train de faire et que vous tombez là-dessus, c'est pas parce que c'est des ampères que ça marche plus, quoi. Donc, comment ça va marcher ? On va essayer de vérifier si ce triangle-là est rectangle. Donc là, on va pas utiliser Pythagore, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, la réciproque, c'est quoi ? Bah, ça dit la chose suivante. En fait, vous allez avoir une espèce d'inversion entre les hypothèses et les conséquences. Donc les hypothèses de départ, c'est géométrie dans le plan et triangle rectangle. La conséquence, c'est ça. Et ben là, on va inverser. On va dire que si je suis dans le plan, bon bah là c'est le cas, je suis sur une feuille. Si j'arrive à retrouver ça, ça veut dire que le triangle est rectangle. Un autre truc, si j'ai un triangle rectangle, que je le sais, que j'arrive à retrouver ça, ça veut aussi dire que, en fait, je suis dans un plan. Voilà. Ça, c'est les réciproques de Pythagore. Mais concrètement, ce que vous allez utiliser, vous allez souvent utiliser Pythagore, mais vous allez tout autant utiliser la réciproque. Donc là, c'est un super exemple. Donc on va essayer ça ensemble. On va essayer de savoir combien ça fait 5 au carré. Et ben 5 au carré, ça fait 25. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire l'addition des deux côtés restants mis au carré. Donc ça fait 4 au carré plus 3 au carré. Alors ça fait combien ? Ça fait 16 plus 9. 16 plus 9, ça s'avère que ça fait 25. Autrement dit, j'ai égalité entre ce carré-là, l'hypoténuse mise au carré, et les deux autres côtés mis au carré. La conséquence, c'est quoi ? Le triangle est rectangle. Voilà. Alors, quand je vous disais c'est facile de fabriquer une équerre, et ben voilà, si j'ai une règle, je prends une feuille, je trace un triangle 3, 4, 5 sur ma feuille et j'ai une équerre. Donc ça, c'est des super pratiques quand j'oublie mes affaires. Maintenant, on peut peut-être voir un autre exemple. Donc ça serait de dire, je suis dans un triangle rectangle, je connais la longueur de deux côtés, je cherche à savoir quelle est la longueur de l'hypoténuse. Alors, on va le faire aussi. Imaginons la chose suivante, j'ai un triangle rectangle, je le sais. Voilà. Donc, dans ce triangle, je sais que je suis rectangle, disons que le côté mesure 1 et que l'autre côté mesure 1. La question que je me pose, combien mesure l'hypoténuse? Donc H. Eh bien, je vais tout simplement appliquer Pythagore, et H au carré, c'est quoi? Bah, c'est 1 au carré plus 1 au carré. Très bien. Eh bien, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 1 plus 1, autrement dit 2. Donc, l'hypoténuse mise au carré vaut 2. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je fais la racine de h au carré, eh bien, si je le fais d'un côté du égal, je dois le faire de l'autre, ça veut donc dire que c'est égal à la racine de 2. Autrement dit, h est égal à racine de 2. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est un petit truc un peu utile. Si vous voulez vérifier que
que vous avez deux côtés rectangles, ça se fait par exemple un petit peu en maçonnerie. Vous allez mettre une marque sur le mur à 1 mètre, une autre marque sur le mur à 1 mètre, vous allez tendre une ficelle qui fait racine de 2 mètres. Si ça touche les deux marques, c'est que vos murs sont perpendiculaires. Truc très pratique que de temps en temps les maçons utilisent. Sur ce, on va passer au théorème de Thalès. Pareil, on verra le théorème de Thalès. Par contre, je vous ferai pas forcément une application parce que c'est pas très compliqué à comprendre. Alors là, on va passer à Thalès. Donc Thalès, comme Pythagore et comme tous les théorèmes de mathématiques, il y a des hypothèses de départ. Si vous validez pas les hypothèses, c'est mort, ça ne marchera pas. Donc à chaque fois que vous appliquez un théorème ou un principe en physique, vérifiez toujours que vous êtes dans les hypothèses. Maintenant, Thalès, à quoi ça sert? Thalès, prenons un exemple très concret, ça va être très utile au charpentier pour choisir la taille des poutres de la charpente. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi, Thalès, dans mon utilisation, on va dire, quotidienne, donc en sciences et en maths, à quoi ça me sert? Je vais pas vous le cacher, ça me sert pas à grand chose, mais le peu que ça me sert, c'est pas nul. Alors quand est-ce que ça m'a servi Thalès sur tout ce que j'ai fait en sciences jusqu'à présent? En fait, tout simplement, je me suis toujours retrouvé dans une espèce d'impasse où je savais pas trop comment continuer mon problème ou mon calcul, et puis, un peu par hasard, je reconnais une forme de Thalès. Et là, je me dis, c'est peut-être ça le truc qui va me décoincer. J'essaye, ça marche. Donc, pour les sciences, gardez Thalès dans un coin de votre tête, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à vous sortir de la panade. C'est tout. Et une fois de temps en temps, ça permet de faire des choses un petit peu plus sympathiques. Voilà. Notamment, c'est qu'on avait parlé un peu d'Ératosthène. Si je me rappelle bien, Ératosthène a réussi à calculer le rayon de la Terre grâce à Thalès. Si je me rappelle bien. Maintenant, je fais peut-être une erreur. Mais pas nul quand même. Donc voilà. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, mais on va voir ça ensemble. Donc concernant Thalès, pour bien comprendre Thalès, moi je trouve il faut faire une figure, sinon c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait la figure qui est là. Thalès a des hypothèses de départ. Donc quelles sont-elles? Il y en a plusieurs. La première, c'est se retrouver dans un cas de géométrie dans le plan. Si vous n'avez pas de géométrie dans le plan, Thalès ça marche pas. C'est comme Pythagore, ça marche que pour la géométrie euclidienne. Ensuite, Thalès, une des autres hypothèses, c'est que quand vous avez cette figure, alors peu importe les lettres qui sont ici, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des côtés parallèles. Voilà. Donc, en gros, la barre qui traverse au milieu est parallèle à la barre du bas. Voilà. Pour le dire un peu plus proprement, vous avez deux triangles qui ont deux bases parallèles. Alors, on continue. Ce qu'il faut aussi pour Thalès, c'est avoir un certain nombre de points alignés 2 à 2. Alors, dans ce que j'ai tracé là, vous allez voir qu'après, j'ai fait une autre figure, c'est un peu différent. Il est nécessaire pour pouvoir appliquer Thalès que les points A, E et B soient alignés et que les points A, D et C soient alignés. Sinon, ça ne marche pas. Une autre façon de le dire, c'est dire quoi? C'est dire que E fait partie de la droite AB, et que D fait partie de la droite AC. Que E fait partie du segment AB, ça marche aussi, etc., etc. Il y a plein de façons de le dire, ça c'en est une. Bon, maintenant, comment on retient Thalès? Pour retenir Thalès, il y a un petit truc qu'il faut garder dans un coin de sa tête, c'est petit triangle divisé par grand triangle. Voilà, c'est le moyen mémotechnique, on va dire. Alors, ça donne ça. Donc, comment on fait? On retient petit triangle divisé par grand triangle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va prendre les longueurs 2 à 2 du petit triangle et du grand triangle et qu'on fait la division. Alors, concrètement, ça donne AE, petit triangle, divisé par grand triangle, AB. On recommence, petit triangle, AD, divisé par grand triangle, AC. Petit triangle, DE, divisé par grand CB. Et vous arrivez à obtenir l'égalité suivante. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, il y a proportionnalité entre les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle. Autrement dit, tout ça là, c'est des produits en croix, concrètement. Par exemple, si je
je suis là, je veux connaître la longueur AC, connaissant la longueur AE, AB et AD, et bien ça me dit quoi? Ça va me dire que AC, c'est AB fois AD divisé par AE. Voilà, c'est tout, pas plus, pas moins. C'est pour ça que je ne vais pas faire d'exemple d'application. Vous avez fait, je pense, largement assez de produits en croix avec moi pour vous en sortir tout seul à partir de là. Maintenant, il y a une forme que on a tendance un petit peu à oublier concernant Thalès. J'ai tracé une première figure ici, mais il en existe une deuxième. Elle porte un nom, ça s'appelle la forme en papillon de Thalès. Alors, comment ça marche? Alors attendez, il faut que la caméra fasse le focus. Allô? Voilà. Donc comment ça marche? Eh bien, c'est la la figure suivante. On va voir si on a les hypothèses. Est-ce que je suis dans le plan? Oui, je suis sur une feuille. Est-ce que j'ai bien deux côtés parallèles? Oui. DE est parallèle à CB. C'est comme ça que j'ai tracé la figure. Maintenant, il me faut des points qui sont alignés. Alors, c'est tous les autres, en fait. Donc, là, j'ai bien C, A et E qui sont alignés, sont sur le même trait, et D, A et B sont alignés. Donc là, je suis dans le cas de Thalès. Ce qui paraît un peu étonnant, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux figures, mais globalement, vous prenez ce triangle-là, et vous le retournez comme ça, le petit triangle, et vous obtenez exactement ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? On fait petit triangle divisé par grand triangle. Alors, attention, ça change un petit peu par rapport à tout à l'heure, c'est pour ça que je vais cacher. Ça va me dire quoi? AE divisé par AC est égal à AD divisé par AB est égal à DE divisé par CB. Voilà. Et après, encore une fois, si je cherche la longueur CB connaissant toutes les autres, eh bien CB ce sera quoi? Ce sera AB multiplié par DE divisé par AD. Voilà. Concernant Thalès. Alors, gardez ça quand même dans un coin de votre tête, parce que évidemment, c'est toujours quand on a besoin de Thalès, qu'on reconnaît sa forme, qu'on s'en souvient plus. C'est quand même pas très compliqué à retenir, et puis c'est non plus pas très compliqué à appliquer. Retenez ça, ça peut que vous faire du bien. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouvera la prochaine fois pour parler d'un sujet épineux qui s'appelle la trigonométrie.